Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui n'est pas seulement un géant des lettres italiennes, il est aussi l'un des plus grands théoriciens de la littérature aujourd'hui, l'auteur d'une œuvre impressionnante, à la fois savante et populaire, puisqu'elle a rencontré un succès phénoménal dans le monde entier et qu'elle est dédiée au plaisir de la lecture. Alors on pourrait citer tous ses romans, depuis Le nom de la rose, qui est devenu un film de Jean-Jacques Hano en 1986, jusqu'à Bodolino, en passant par Le pendule de Foucault. Umberto Eco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre 6e roman, Le cimetière de Prague, vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un roman historique dans la lignée du Nom de la rose, sauf que cette fois-ci, vous nous plongez dans les sombres secrets de l'Europe du 19e siècle. Un roman foisonnant, avec une multitude de personnages, d'intrigues, de tiroirs, de théories. Un roman qui est écrit un petit peu à la manière des romans, des feuilletons de l'époque. On pense aux œuvres d'Alexandre Dumas ou d'Eugène Sue. Alors, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette tradition très populaire de la littérature? Avant tout, j'étais toujours un fidèle du feuilleton depuis mon enfance, donc voilà, pas de problème. Deuxième, toute l'histoire que je voulais raconter, que c'était l'histoire de construction de faux dossiers de services secrets jusqu'à ce qui est le cœur du roman, la production de ce grand faux qui est le protocole des sages de Sion, hein, les grands faux antisémites de la fin du 19e. Tout ça donnait vraiment l'impression d'un roman feuilleton. D'ailleurs, je crois d'avoir identifié 2 sources de protocole des sages de Sion qui sont dans le roman feuilleton. L'une, dans le Joseph Balsamo de Dumas, où il imagine Cagliostro qui fait une réunion de francs-maçons au sommet d'une montagne pour faire le plan général pour détruire la monarchie française. Donc déjà là, la paranoïa du complot universel. Et l'autre, c'est un texte de Eugène Sue dans Le mystère du peuple, où il attaque soit les jésuites, soit Napoléon III. Et on retrouve le même type d'objection dans un livre sérieux, pas un roman de Maurice Joly, qui était un démocrate anti-bonapartiste, et qui a été copié par les auteurs inconnus de protocole de sa gestion, que toutes les accusations que Joly faisait à Napoléon III ont été prises, déplacées contre les Juifs. Donc, il y a toute une histoire des textes qui naissent pour une raison et ils sont réemployés pour une autre. Ça, c'est du feuilleton véritable, mais en même temps, c'est de l'histoire. C'est très intéressant, justement, parce que derrière ça, il y a toute une réflexion, vous le dites, sur l'histoire. L'idée que l'histoire se construit souvent à partir de supercheries, en fait. Oui, on est assez d'accord. C'est le cas, ouais. Alors là, le réel, entre le lien entre le vrai et le faux est poussé dans une logique complètement vertigineuse dans ce livre, parce que presque tout est vrai, sauf ce personnage central qui est un monstre, hein, qui est un faussaire, un personnage abominable. Et justement, vous l'avez dit, vous faites de lui en fait l'homme qui est à l'origine de l'un des plus célèbres faux de l'histoire, le protocole des sages de Sion. Donc en fait, comment est-ce que vous avez mis cette différence entre le réel et la fiction, entre le vrai et le faux? Non. J'ai raconté l'histoire d'un faussaire, ok. Mais puisque je voulais rendre évident à mon lecteur que tout ce qu'il avait fait était faux, j'avais une seule solution, de le rendre abominable, de le rendre un personnage négatif. Sinon, le lecteur serait toujours indécis si ce qu'on raconte c'est vrai ou faux. Mais puisque c'est la production d'un menteur par profession, voilà, c'est la façon dont l'auteur intervient avec son jugement moral, sans entrer directement en disant « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal ». Alors ce roman, il a donné lieu à toute une polémique en Italie autour de votre personnage et autour des textes que vous convoquez à l'intérieur de ce livre. Alors pour moi, cette polémique, elle est intéressante parce qu'elle pose surtout le problème de la fiction aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'on est dans un monde où on n'a pas le droit de faire de la fiction, où la fiction est toujours un peu suspecte, qu'elle est considérée comme dangereuse en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, cette histoire de la polémique italienne a été agrandie un peu trop en passant les Alpes. Parce que, en effet, sur une quarantaine d'articles, parmi lesquels des articles d'historiens et des critiques juifs, il y en a eu 3
Hein? Donc on est dans un pourcentage acceptable, qui ont fait une objection, d'ailleurs très respectueuse, en disant d'accord, vous vouliez démasquer ce faux, mais vous avez mis en scène tous les préjugés antisémites, alors peut-être que des lecteurs faibles prendre au sérieux ce matériel ou les découvrent pour la première fois. Bon. À part que, comme quelqu'un a déjà dit, un auteur ne peut pas répondre de la stupidité ou de la perversion de ce lecteur, il y a toujours des lecteurs faibles qui prennent comme opinion de l'auteur ce qui sont les opinions des personnages, etc. Ma véritable réponse, c'est que tout ce matériel-là, même un enfant de 10 ans peut le trouver sur Internet, dans tous les sites antisémites et négationnistes. Donc, c'est du matériel malheureusement public. Je ne révèle pas de quelque chose qui était resté caché. Donc, je ne crois pas que, bien que dans toute ma vie, j'ai trouvé des lecteurs fous. Lorsque j'écris Les Pendules de Foucault, qui était une représentation grotesque de l'occultisme, il y a eu des dizaines et des dizaines d'occultistes qui me remerciaient parce que je me parlais bien de leurs problèmes. Donc, vous voyez, il y a toujours la lecture déviante. Mais non, je crois qu'on peut devenir athée même en lisant la Bible si on a déjà quelque chose en tête. C'est vrai. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a une confiance totale dans le lecteur quand on vous écoute parler. Le lecteur qui, pour vous, est capable de faire en fait la part des choses. Vous capitalisez sur l'intelligence du lecteur. Et d'ailleurs, à la toute fin du livre, vous avez glissé, je vous cite, quelques inutiles précisions érudites à l'intention du lecteur. Pourquoi ? Mais parce que non, ce que je voulais mettre à la fin, c'était les références à la façon dont Hitler avait employé les protocoles et au fait qu'après mon histoire qui termine 97, il y avait eu des autres histoires avec toutes les conséquences historiques des protocoles jusqu'à l'Holocauste. Voilà. Ça, pour le lecteur extrêmement débile qui continuait à croire que la mienne c'était une histoire inventée. Voilà. Ça, c'était, enfin, oui, cette petite addition que d'habitude, c'est un peu comme expliquer une histoire drôle. On ne devrait pas, mais sur un sujet tellement délicat, j'ai voulu être un petit peu didactique. Voilà. On a l'impression que vous vous amusez beaucoup dans ce livre, Umberto Eco, dans l'exercice de l'écriture. Vous avez publié votre premier roman il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous donne encore cette jubilation d'écrire ? Vous savez, chacun a ses défauts et ses perversions. Il y a des gens qui escaladent le Mont Blanc, des autres qui passent la nuit avec le putain, et moi j'écris. Vous écrivez ? Il y a une curiosité quand même chez vous, un vrai sens du détail. Bergson parlait de fonctions fabulatrices. L'être humain, c'est un être fabulateur par excellence. D'habitude, les chiens, non, j'ai jamais entendu des chiens raconter des histoires, et pas même des gorilles. Tandis que même les êtres humains les plus illettrés, le vieux oncle sous l'arbre le soir raconte l'histoire de la tribu aux autres. Toute l'éducation, la croissance de culture, la fonction sociale des mythes sont tous dus à cette attitude humaine de raconter des histoires. Après, il y a comme il y a des gens qui mangent tranquillement et des gens qui s'appellent Bocuse, qui au contraire consacrent une activité particulière à la nourriture, il y a des gens qui racontent tout. Mais même la petite commère fait du potin. Qu'est-ce que c'est que le potin ? Une façon de raconter des histoires. Hein. Elle n'a pas eu d'école, elle n'a pas lu de livres, elle fait du potin. Je dis, c'est humain. Et après, il y a les spécialistes qui le font. Mais c'est comme les sports, nous tous, nous marchons, et après, il y a des autres qui marchent un peu mieux, et pour un goût particulier en marchant. Alors moi, dans ce livre, j'y ai vu quand même un commentaire sur votre travail de romancier, cette façon de mêler de façon extrêmement sophistiquée d'ailleurs le réel et la fiction, cette façon de parler de l'écriture, de l'écrit, du livre. Est-ce que c'était aussi un commentaire, une réflexion sur votre propre travail de romancier ? Mais vous savez, une des caractéristiques du roman qu'on appelle
postmoderne, bien que je ne sache exactement qu'est-ce que ça signifie. Mais en tout cas, c'est l'attitude métanarrative. Donc, le livre parle toujours de soi-même, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau, parce que, vous savez, même dans le roman du 18e ou du 19e, très souvent, l'auteur parle au lecteur. Il lui dit, mon cher... Et donc, il fait une réflexion. Sur la matière narrative. Alors, évidemment, dans la littérature contemporaine, cet aspect est plus fort, est plus poussé, est plus intentionnel, etc., etc. Mais, je veux dire, ça fait partie de la bonne narrative, la réflexion sur elle-même. Ce qui distingue, enfin, la narrativité du mensonge. Et donc, la fiction du faux. Hein? Le faux, c'est mensonge. Voilà, je vous dis que là, il y a un éléphant, c'est pas vrai, c'est faux. Tandis que si je vous raconte une histoire, il y avait une fois un éléphant, je fais semblant qu'il y avait un éléphant, vous faites semblant de me croire. Hein? Mais alors, vous voyez qu'immédiatement, il y a ce clin d'œil entre le narrateur et le lecteur. Nous sommes d'accord, on est en train de rigoler, ne me prends pas trop sérieux, mais tu peux même pleurer sur le destin du personnage. Et donc, c'est déjà une situation métanarrative, parce que dans le mensonge, la victime est dupe, ne sait pas qui c'est faux. Tandis que là, elle est au courant. Tandis que la fiction est au courant. Donc, c'est déjà un tennis mental très compliqué. Bien, merci beaucoup, Umberto Eco, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre dernier roman, Le cimetière de Prague, vient juste de sortir aux éditions Grasset. Merci d'avoir regardé l'entretien de France 24. L'information continue.